Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 juin. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, les hackers intensifient leurs attaques en Belgique. Une entreprise sur 5 a été touchée en 2024. En tant qu'entreprise, préparez-vous à avoir une attaque. La question, c'est pas de savoir si ça arrivera, mais plutôt quand est-ce que ça arrivera. Un recul brutal, moins 25% pour les exportations bruxelloises en 2024, du jamais vu depuis le Covid. Par exemple, évidemment, la fermeture de l'usine Audi, qui était l'un de nos principaux exportateurs, sa fermeture se retrouve évidemment directement dans les chiffres. Restez bien avec nous, voici le Z sur 7 du jour. Z sur 7 à la une. En Belgique, les cybercriminels frappent de plus en plus fort. Une entreprise sur 5 a été attaquée l'an dernier, révèle le baromètre du cabinet BDO. Et dans la moitié des cas, les hackers ont obtenu gain de cause. Yannick Bouchard, conseiller chez BDO Belgium. Des intervenants qui agissent désormais sur un niveau global, qui ont des vecteurs d'attaque qui sont de plus en plus sophistiqués également et qui s'organisent aussi comme de vraies entreprises, donc en forme de coalition pour essayer de targeter des entreprises qui disposent de données vraiment sensibles. Qui sont les plus exposés ? Les entreprises qui détiennent des données sensibles ou dont l'image vaut cher. En première ligne, les sociétés cotées, devenues la cible préférée des cybercriminels. Dans ce climat, une seule option, anticiper. En tant qu'entreprise, préparez-vous à avoir une attaque. La question, c'est pas de savoir si ça arrivera, mais plutôt quand est-ce que ça arrivera. Et donc, de déployer en interne toutes les mesures, que ce soit les mesures techniques, mais aussi organisationnelles, être prêt pour répondre à ce genre de situation. Protéger l'entreprise ne peut plus se résumer à une affaire de techniciens. La cybersécurité doit s'imposer jusque dans les comités de direction. Le plus important, c'est également de ramener la cybersécurité au sein des discussions des différents conseils d'administration et comités exécutifs. Il y a parfois un décalage entre le langage parlé par les spécialistes de la sécurité informatique et ce qui est perçu et compris par les personnes qui décident de la stratégie de l'entreprise et qui déploient les moyens nécessaires en ressources et en personnes. Une attaque, ça coûte cher. Et les experts sont formels. Payer la rançon n'est presque jamais la bonne réponse. Z sur 7 à la une. Une chute brutale inédite depuis la crise sanitaire. Les exportations de biens produits par les entreprises de la région bruxelloise ont reculé de 25% en 2024. Et les ventes à l'étranger sont passées de près de 12 milliards en 2023 à seulement 8,9 milliards en 2024. Plusieurs explications à cela. Jérémy Baudelot, analyste socio-économique. La première, c'est les raisons inhérentes à la région bruxelloise. Par exemple, évidemment, la fermeture de l'usine Audi, qui était l'un de nos principaux exportateurs. Sa fermeture se retrouve évidemment directement dans les chiffres. La Belgique, dans son ensemble, n'est pas épargnée, avec une baisse de 5% des exportations. En cause, les incertitudes géopolitiques et un coup de mou dans la chimie et la pharma. Par exemple, pour les produits des industries chimiques et pharmaceutiques, il y a un ralentissement post-Covid. Donc il y a eu quelques années d'euphorie où les échanges étaient vraiment très très hauts. Mais maintenant, par exemple, les échanges de vaccins reviennent à un niveau plus traditionnel, je dirais. Sur le plan géographique, les exportations vers l'Allemagne accusent le coup, moins 41%. Vers la France aussi, avec une baisse de 13%. Ces deux marchés restent néanmoins dans le trio de tête des débouchés pour Bruxelles, aux côtés des Pays-Bas. L'Union européenne demeure, elle, la première zone d'exportation. 76% des biens produits à Bruxelles y sont écoulés. Heureusement, quelques indicateurs sont au vert. Les ventes vers la République tchèque ont presque triplé. Celles vers la Pologne ont bondi de moitié. Et vers le Royaume-Uni, elles progressent de 22%. Mieux encore, certains produits continuent d'attirer les acheteurs étrangers.
notamment au niveau des produits en matière plastique, notamment aussi au niveau des machines et des produits métalliques. Il y a également des bonnes nouvelles au niveau des exportations de textiles, donc tout ce qui est vêtements, etc. Et puis nos fameuses industries alimentaires et de fabrication de boissons, donc le chocolat, la bière, etc. se portent très très bien puisqu'on constate une hausse également dans ce secteur-là. Un point important à garder en tête pour nuancer cette chute, les chiffres publiés ce vendredi par Hub.Brussels ne concernent que les exportations de marchandises. Or, les services représentent à eux seuls 75% des exportations de la région. Z sur 7, le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends Tendance, décrypte le fait économique de la semaine. Ce vendredi, Elia, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique, a présenté son étude projetant la production et la consommation d'électricité supposée sur les 10 prochaines années. Objectif, évaluer si la production et le réseau pourront suivre l'évolution de la demande d'électricité à venir. Pour en parler, Frédéric Dunon, CEO d'Elia. Premier constat, notre société, et donc notre mode de vie, réclame de plus en plus d'électricité. Tout à fait, c'est finalement la conséquence des ambitions climatiques d'une part, mais aussi des enjeux économiques et des enjeux géopolitiques où on veut être moins dépendant des énergies fossiles et donc ça amène à davantage s'électrifier. À court terme, c'est-à-dire en 2028, on sait qu'on aura des besoins supplémentaires. C'est là qu'il faudra faire intervenir le CRM. Mais c'est quoi exactement ce CRM ? Et comment ça va fonctionner ? Donc le CRM, c'est pour Capacity Remuneration Mechanism. Donc c'est en fait un moyen qui a été mis en place par le gouvernement précédent pour permettre d'avoir assez de moyens dans le système belge pour assurer la sécurité de l'alimentation. Et donc en fait, ça permet d'attirer de nouveaux moyens, que ce soit des centrales, des batteries ou de la gestion de la demande dans le système belge, mais aussi de garantir que les moyens existants restent dans le système belge. À plus long terme, pour 2035 et avec la fin programmée de 2 réacteurs nucléaires, il faudra mettre en place des leviers. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2028, il y a des besoins supplémentaires qui apparaissent dans le système, qui vont être remplis de proche en proche grâce au CRM. Quand on regarde la fin de l'horizon qui est à 10 ans d'aujourd'hui, en 2035, il y a en fait aussi un événement important qui est la fin de la période de 10 ans de prolongation de 2 centrales nucléaires, qui fait que tout d'un coup, il y a un vide supplémentaire important à combler. Et là, il y a plusieurs options possibles que le gouvernement a dans ses mains. La flexibilité de la production et surtout de la consommation, est-ce bien là la clé ? C'est une des clés. Donc, comme finalement, l'enjeu du CRM en termes d'adéquation, de sécurité d'alimentation, c'est d'assurer qu'on puisse couvrir la pointe de consommation. Et si à ce moment-là, on consomme moins, mais la pointe est d'autant plus basse. Et donc, la flexibilité de la consommation est un des enjeux pour diminuer les besoins en termes d'adéquation. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour terminer, focus sur les marchés boursiers avec Philippe Évrard de la banque Belfius. Et voilà une semaine boursière qui se termine bien. Oui, contrairement à la semaine passée, on a le Standard & Poor's 500 qui termine a priori à 3,5%, bon, le marché est toujours en cours, et le Stoxx 600 qui lui fait plus 1,5% sur la semaine. C'est toujours des bonnes nouvelles. Des nouvelles macroéconomiques ou géopolitiques qui sont rassurantes ? Alors on a eu aujourd'hui l'indicateur préféré de la Fed, donc le PCE, qui est un indicateur d'inflation qui est sorti, et comme on s'y attendait, il était un peu plus élevé que prévu, donc 2,7%, ce qui veut dire que la fameuse baisse des taux directeurs tant attendue par les marchés, il faudra encore un peu attendre, ça probablement. Et par contre vous en avez parlé, donc il y a ce fameux accord entre la Chine et les États-Unis qui est sur la table. On ne connaît pas encore vraiment le fin mot de l'histoire, mais a priori, c'est aussi une nouvelle qui rassure les marchés. Tout ça dans un contexte qui reste quand même très marqué par une incertitude qui est très présente. Donc, il y a la guerre tarifaire qui va refaire parler d'elle d'ici une ou 2 semaines. Il y a également ce qui s'est passé en Iran dernièrement, et les marchés continuent à trouver une forme de résilience qui est des fois assez surprenante. C'est également le grand retour des Magnificent Seven. Oui, les fameuses Magnificent Seven qui ont trusté les bourses en 2024, dont tout le monde était tourné vers la technologie américaine. Eh bien, en fait, depuis 2-3 semaines, ça a l'air de mieux se passer. En fait, on voit que depuis le Liberation Day, donc depuis le début des hostilités lancées par Donald Trump sur la guerre tarifaire, eh bien, en fait, ces Magnificent Seven ont fait plus 17%, ce qui est quand même pas mal dans leur ensemble, alors que le marché américain n'a fait que, on va dire, plus 6%. Donc, il y a quand même ce gap qui est là, et on voit vraiment que
Ça a l'air de bien se passer du côté de l'intelligence artificielle. Nvidia font plus 40% sur la même période, Microsoft 30% et Meta plus 25%. Et pour terminer, une étude sortie récemment dans Human Research Development Review montre que IA ne rime pas nécessairement toujours avec USA. Non, effectivement. Donc cette étude a mis en avant comment est-ce que les États se préparent à faire intégrer l'intelligence artificielle dans la société avec un grand S. Et donc on voit qu'en fait l'Europe se prépare assez bien, que ce soit via les écoles, donc il y a vraiment des cours à l'université, mais également en secondaire, également en primaire, même dans certains pays c'est en maternelle que des cours sont déjà donnés. Beaucoup d'entreprises forment leur personnel à cela, qu'ils aient une relation proche ou plutôt lointaine liée à l'intelligence artificielle. Et alors, la nouvelle à sortir, c'est qu'en fait, les États-Unis, dans ce classement, sont plutôt en milieu de classement. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que les États-Unis, qui ont vraiment la main mise technologique sur l'intelligence artificielle, qu'elles puissent être en première position, mais ce n'est pas le cas. Donc l'Europe se prépare mieux, ce qui est aussi de temps en temps une bonne nouvelle. C'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Jean-Pascal, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Et oui, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un tout nouvel épisode du Trends Talk. Olivier Mouton reçoit François Lepau, le CEO de Safran Aero Booster, un fleuron spécialisé dans la technologie de motorisation aéronautique et spatiale. Merci pour votre écoute et à très vite. Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise ? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises dans l'électrification de leurs besoins. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer intelligemment un surplus d'énergie solaire. On pense souvent que plus il y a du soleil, mieux c'est pour la production d'énergie solaire. Mais ce n'est pas toujours vrai. Quand il fait très beau, surtout entre midi et 14h, l'ensemble des installations solaires de Belgique, qui représentent plusieurs milliers d'installations, injectent leur production en même temps sur le réseau. Résultat, l'offre dépasse la demande. Cela fait parfois chuter les prix de l'électricité qui peuvent devenir négatifs. Et dans ce cas, il vous faudra payer pour injecter votre énergie sur le réseau. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais c'est de plus en plus fréquent, surtout au printemps ou en été. Mais heureusement, il existe une solution intelligente. Réduire temporairement la production de votre enrouleur et ainsi votre production restera couverte et vous limiterez le surplus injecté sur le réseau. Grâce à cette modulation de puissance, on évite de surcharger le réseau et on garde la valeur de ce qu'on produit. On optimise ainsi le tout. Parce qu'au fond, chaque kilowattheure compte. Vous souhaitez en savoir davantage ? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus ? Ensemble, faisons la différence.